Vas-y. Donc je vous la fais vite. Hein. On a un patient qui 61 ans, polyvasculaire, hypertendu, qui vient parce qu'il a mal à la tête, qu'il a 230-140 de pression artérielle, qu'il a des signes d'artériopathie de partout, il a un souffle abdominal, enfin il a tout. Et puis il a un bilan biologique qui montre une insuffisance rénale et 2-3 autres trucs en rapport. Quel est votre diagnostic justifié? Ah, j'ai pas justifié, mince. Alors, une HTA maligne sur une sténose de l'artère rénale, probablement d'origine artériosclérosique, avec un début de MAT. De MAT. Oui, oh oui, c'est bien. Tout à fait. Donc, alors, il faut que tu dises qu'elle est probable. Parce que il te manque, il a une probable hypertension artérielle maligne, puisque tu as une pression artérielle diastolique supérieure à 130, et il te manque théoriquement le fond d'œil, parce que le retentissement rénal, tu n'es jamais sûr que ce soit vraiment ça, avec un stade 2 ou 3 de Kirkendall ou un stade 3 ou 4 de Kiss, au choix. Mais en bref, il faut de l'œdème de l'hémorragie ou un œdème papillaire. Tout à fait. Et la sténose de l'artère rénale, je l'ai gardée pour après, mais tu pouvais très bien la mettre là, et c'est même conseillé de foutre les diagnostics dans toutes les cases. Si tu as un doute, tu ne sais pas où c'est coté, enfin, dans toutes les questions. OK. Quel traitement proposez-vous pour une hypertension artérielle coquine? En urgence, on va lui faire un traitement antihypertenseur. Yes. Par exemple, du Loxène en IV. Parfait. Antihypertenseur parentéral. Voilà. Ensuite, j'ai pas lu le dossier, donc je ne sais pas quelles sont ses comorbidités à traiter, mais il doit y en avoir. Ouais, mais c'est pas le moment. C'est pas le... Et discuter un geste pour la sténose de l'artère rénale s'il y a... Je ne sais pas si on le fait en urgence, je pense pas. Alors, ce qui manque de très important dans la question hypertension artérielle maligne, c'est que la plupart du temps, les HTA malignes sont déshydratés. Parce que le fait d'avoir une pression artérielle qui s'élève de façon importante, on vous apprend qu'ils vont pisser souvent dans le tableau clinique, ils sont asthéniques, ils maigrissent et ils vont pisser 3 fois par nuit ou 4 fois par nuit. Pourquoi ils font ça? Parce qu'au bout d'un moment, quand la pression artérielle s'élève, vous avez une natriurèse. Les mecs se mettent à pisser, ce qu'on appelle la natriurèse pressive. La physiopathologie est compliquée. Enfin bon, ils se déshydratent. Et il faut les réhydrater au moment où tu mets le traitement parentéral. Sauf s'il y a des signes d'OAP. Mais s'il n'y a pas de signe d'OAP, tu as un risque qu'il se fasse le collapsus au moment où tu mets les vasodilatateurs. Et on les traite par définition, donc par des vasodilatateurs, soit l'urapidil, c'est le Présil, soit la nicardipine, le Loxène. L'urapidil, ça a l'avantage de ne pas accélérer le cœur, le Loxène, ça accélère le cœur. C'est le Présil, c'est ça? Ouais, l'urapidil, le Présil. Et on veut une diminution de 20% de la pression artérielle dans les premières heures. Il y a peu d'urgences hypertensives où on veut que ça baisse tout de suite. En gros, il y a l'encéphalopathie hypertensive avec la convulsion de l'œdème cérébral et la dissection de l'aorte. L'OAP aussi. Mais l'HTA maligne comme ça, progressif quand même. Sinon, vous allez être dans un... Vous risquez de vous retrouver d'entraîner des ischémies cérébrales parce que vous baissez trop vite votre pression artérielle, des ischémies rétiniennes, et ça ne se passe pas bien. Il y a des patients qui sont restés aveugles pour ça. Alors, oui, voilà. Hop. Alors, quelle étiologie suspectez-vous à l'origine de cette poussée d'hypertension artérielle? Si vous avez eu le temps de lire. Donc l'étiologie, c'était une sténose de l'artère rénale. Tout à fait. Devant un patient polyvasculaire avec de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, on peut dire un antécédent d'insuffisance rénale aiguë sur prise d'IEC. Tout à fait. Bon, il faut dire qu'elle est d'origine athéromateuse, c'est chic. Ça montre que tu te rappelles qu'il y a des fibrodysplasies de la média chez les femmes jeunes. Et puis, d'autre part, il y a un truc qui est important, c'est l'OAP en flash. Ces OAP brutaux qui surviennent, sans qu'on sache pourquoi, avec une FFVG qui est faite au décours, qui est normale. Et ça se voit dans les sténoses des artères rénales bilatérales ou unilatérales sur rein unique. Et la physiopathologie, c'est que les gens se foutent retiennent au contraire de l'eau et du sel et font brutalement l'œdème aigu pulmonaire. Ils sont vraiment juste à la limite d'avoir la pression capillaire qui monte trop et de foutre de l'eau et du sel dans leurs alvéoles pulmonaires. Et donc c'est un tableau très typique. Vous voyez des gens qui sont hospitalisés 2-3 fois pour des œdèmes aigus pulmonaires avec une ETT qui est normale ou une HVG, et en fait ils ont une sténose de l'artère rénale. Les cardiologues connaissent ça comme les néphrologues. Bon, après c'est du classique.
les examens pour mettre en évidence. De quoi disposes-tu? J'ai dit qu'on pouvait faire un échodoppler des artères rénales. Oui. On pouvait aussi faire un angio-TDM des artères rénales. Tout à fait. Après hyperhydratation. Après hydratation, arrêt des médicaments IEC, machin, et prescription de N-acétylcystéine, qui est maintenant reconnue comme ayant des effets néphroprotecteurs. Clairement. Ok, quoi d'autre? Sinon, on pouvait aussi faire une artério, mais oui. Plutôt à visée thérapeutique. Donc tu m'as dit angio-scanner, écho et l'angio-IRM. Quand vous mettez les centres, ils font, ça dépend un peu, il n'y a pas de consensus sur ce qu'il faut faire. C'est l'un de ces trois-là, les trois, deux. Les gens qui font de l'échodoppler des artères rénales, il faut que vous précisiez quand même de façon extrêmement importante que vous allez préciser la taille des reins, que c'est des critères importants pour les indications de revascularisation, et l'index de résistance intrarénale, qui est un reflet de l'état de détérioration des artérioles de petits calibres dans le rein. Et en gros, on considère que quand l'index de résistance est supérieur à 0,8, ce n'est pas la peine d'aller vasculariser. Bon. Ok. Oui. Alors, on me demande qu'est-ce que la N-acétylcystéine. En fait, c'est le mucomyste. Ça a des effets antioxydants. Ce n'est pas qu'un fluidifiant bronchique. Et ça a été montré comme diminuant l'incidence des insuffisances rénales aiguës après injection de produits de contraste iodé et la mortalité sur des séries de patients qui ont été coronarographiés. Il y a eu plusieurs études. Au début, c'était contradictoire. Maintenant, c'est clair et avéré. Il y a eu 2 grosses études qui ont bien montré un effet. Donc, je pense qu'il faut le mettre. D'autre part, dans l'IRM, maintenant, les gens qui font des IRM, je ne sais pas si les radiologues vous l'ont dit, mais quand le DFG est inférieur à 30, ils n'aiment pas trop parce qu'on a décrit des réactions très bizarres, qu'on appelle une fibrose systémique. Les gens font de la fièvre et après, ils font une sorte de sclérodermie pour faire vite. Et donc, on est au gadolinium. Donc, ils n'aiment plus non plus injecter les patients en gado quand ils ont un DFG inférieur à 30. Je ne sais pas si on peut vous titiller là-dessus, mais enfin, sachez-le. Pour une injection de GNR, c'est contre-indiqué? Ça dépend. On me demande s'il y a l'insuffisance rénale contre-indique la réalisation d'un angioscanner des artères rénales. C'est un rapport bénéfice-risque. C'est un très bon examen, l'angioscanner spiralé des artères rénales. Si tu as un patient qui a un DFG très altéré, qui a plus forte raison est diabétique, etc., tu iras d'abord à l'échodoppler, bien sûr. Si par contre tu as un patient qui a un défiltration glomérulaire normal, chez qui tu suspectes une cécose des artères rénales, il n'y a pas de... on me demande donc si on peut avoir 0 à la question si on injecte par produit de contraste iodé un DFG inférieur à 30. Je te dirais que ça dépend du contexte. Vraiment. C'est-à-dire que soit c'est un examen pas nécessaire, avec quelque chose qui peut... Genre, l'embolie pulmonaire qui va pas trop mal, qui peut attendre d'avoir son Doppler ou sa scintille ventilation perfusion, non. Mais si tu n'as pas d'autres examens à disposition, qu'il faut y aller, on s'assied sur le rein et on y va. Là, ici, donc c'est mieux quand même de... Ah non, écoute, là, non, il ne faut pas, tu cites. Là, on te demande quels examens dont tu disposes. Tu cites. Ce que tu préfères dans ce cas-là, c'est l'échodoppler et l'ARM. Bon, les autres examens, je passe, c'est la question numéro 5, vous verrez la réponse, c'est très classique, il y a de l'hypertension, c'est le bilan du patient polyvasculaire, le bilan de la néphropathie, voilà, c'est tout d'ailleurs. Maintenant, question 6, la pression artérielle est difficilement contrôlée, on effectue un geste endoluminal qui permet de réduire le traitement antihypertenseur et 15 jours après, le patient a une hypertension à 210-110, il a une nécrose distale d'un gros orteil, un livédo des 2 membres supérieurs et des lombes, une insuffisance rénale avec une urée à 32, une créate à 534, une hyperéosinophilie, un TP-TCA normaux. Quel diagnostic évoquez-vous? Alors, maladie des emboles de cholestérol. Tout à fait, maintenant c'est un grand classique. Et comment le confirmeras-tu? Je fais une biopsie cutanée de là où il y avait du livédo et un fond d'œil. Ouais. En fait, ce que j'ai coté, c'est que le diagnostic est actuellement avant tout clinique. C'est-à-dire que tu as un facteur déclenchant, tu as un tableau clinique évident. Ce n'est pas la peine d'avoir la confirmation anatomopathologique. Et si tu la cherches, effectivement, tu peux chercher le fond d'œil, sensibilité très faible. Il faut que le cholestérol aille là-bas, les cristaux de cholestérol aillent là-bas, c'est 5 à 25%. Et sinon, effectivement, tu peux biopsier tout. La peau, biopsie profonde pour aller chercher les artérioles dans le derme, et le rein, le tube digestif.
Voilà, c'est tout.